C'est jeudi, il est 20h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. L'actualité ce soir, députés togolais et parlementaires français mobilisés contre la mortalité maternelle et infantile. Ils évaluent depuis ce matin les actions menées via le fonds Muskoka depuis 10 ans déjà. Et il y a ce constat, on note de moins en moins de décès à l'accouchement, mère comme enfant. Attention, le conseil scientifique tire la sonnette d'alarme. Un cri de détresse poussé cet après-midi face à la hausse inquiétante des cas de contamination au Covid-19. Et puis du foot, ils sont là, déjà de retour du Chan au Cameroun. Les éperviers locaux éliminés ont été reçus par la ministre des Sports. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le journal. C'était un pari du gouvernement. Plus aucune femme ne doit trouver la mort à l'accouchement, ni le nouveau-né d'ailleurs. Paris en passe de réussir, du moins la tendance est fortement aujourd'hui à la baisse. Le fonds français Muskoka y a largement contribué depuis 10 ans. Et ce jeudi, vous le voyez en image, des parlementaires français évaluent ensemble avec leurs homologues députés togolais le parcours réalisé, les actions à mener davantage. La séance de travail, nous reviendrons sur cette séance de travail tout à l'heure dans le courant de cette édition. Mortalité maternelle et infantile à la baisse, disions-nous, tendance à la hausse en revanche pour les cas de contamination au Covid-19, ce qui motive d'ailleurs la sortie cet après-midi du conseil scientifique. Il tire la sonnette d'alarme de décembre à janvier. On note une montée en flèche des cas de contamination. Pourquoi et comment y remédier? Eh bien, nous aurons les éléments de réponse dans le sujet en préparation, dans le courant également de cette édition. Et oui, ça grimpe. Les cas de contamination enregistrés 105 seulement dans la journée d'hier mercredi, c'est beaucoup et ça craint, c'est le moins qu'on puisse dire. À la coordination de riposte, on se prépare à de nouvelles stratégies en attendant bien sûr l'arrivée des vaccins. Les précisions de Douaré. Le Togo ferait-il face à une nouvelle vague de contamination au Covid-19 tout comme les autres pays? Apparemment, rien ne semble arrêter la propagation du virus malgré de nouvelles stratégies de riposte en cours. Ces 2 dernières semaines, les chiffres évoluent entre 250 et près de 400 cas positifs. La coordination édifie la presse sur l'origine de ces contaminations. La semaine de décembre jusqu'à 5 janvier, nous avons commencé par avoir certaines montées et la courbe ne baisse pas. Cette semaine, nous sommes à 382 cas, avec bien sûr un corollaire 229 guéris et 2 décès. Sur ces 382 cas de la semaine, nous avons observé que 120 cas proviennent de la savane, notamment Saint-Cassé, Toun, Pendial Ouest, Tangouaré, Oti et Oti Sud. Dans la région de la Kara, 18 cas et quelques cas dans d'autres préfectures. Et si nous regardons dans les 382 nouveaux cas, nous observons que environ 250 cas sont des cas contacts. Ce qui veut dire que ces cas ont pris le virus parce qu'ils n'ont pas respecté les mesures barrières. Les cas que nous avons sont des cas de trop. Et nous devons rapidement arrêter ces montées-là. Nous avons observé que dans les funérailles, les gens ont repris les activités des funérailles comme avant. Alors que pour l'instant, ce n'est pas autorisé. Les mariages, les baptêmes, les sports collectifs de loisirs qui ne sont pas encore autorisés. Dans les bars, la non-distanciation, le non-respect des mesures barrières se font observer. Et surtout les boîtes de nuit. Actuellement, vous avez vu, dans la région de Savane, les lieux de culte sont fermés, les bars aussi.
Nous ne voulons pas revenir à Lomé dans cette situation, mais nous serons obligés de revenir si les choses persistent. Les cas auraient pu aller au-delà si le Togo n'avait pas anticipé sur les mesures restrictives pendant les fêtes. La coordination est en train d'envisager d'autres mesures et prépare ses démembrements dans les préfectures pour la vaccination. La vaccination ne sera pas uniquement faite par les techniciens de la vaccination. Tout le monde doit rentrer dans l'organisation. Chaque préfecture doit s'organiser en fonction de leurs moyens locaux, en fonction des tranches sociales de population qui existent là-bas, pour choisir soit un centre, ou 2 centres, ou 3 centres pour les vaccinations, et choisir les vaccinateurs pour être prêts à recevoir le vaccin et à aller à l'action. Donc c'est déjà l'organisation à la base. Et nous ne devons pas relâcher surtout les mesures barrières, le port de masque, la distanciation, mais aussi le lavage des mains. Ça doit être des gestes qu'on doit continuellement respecter. Le Togo prévoit toucher 70% de la population avec sa stratégie vaccinale. Les premières doses en cours devraient atteindre 20% de la population en attendant d'autres cibles. La grande inquiétude reste l'adhésion des citoyens. Et le vaccin, justement, le vaccin anti-Covid. Vous le savez, notre pays a adhéré au programme COVAX pour disposer de ce vaccin plus rapidement. Mais une question ce soir, vacciner la population, est-ce la meilleure solution face au Covid-19? Le conseil scientifique s'est prononcé. Écoutez ça là. Le Togo pourra disposer d'un vaccin contre le Covid-19 dans les prochains mois. Alors que les préparatifs vont bon train, les nouveaux cas de contamination grimpent. Le conseil scientifique de lutte contre le Covid-19 prévient: l'arrivée du vaccin ne mettra pas fin à la pandémie. Le vaccin permet d'avoir ce que nous appelons une immunité due à la vaccination, plus l'immunité qui est due à la maladie, nous permettra de pouvoir contrôler et arrêter la chaîne de transmission. Donc c'est une stratégie et il faut essayer cette stratégie. Il est vrai que nous n'avons pas tout le recul sur le plan scientifique. Les vaccins qui sont disponibles actuellement permettent juste de protéger contre les formes graves de la Covid-19. Nous n'avons pas encore suffisamment de données scientifiques pour dire que le vaccin permet d'éviter la transmission contre le coronavirus. Et le deuxième message, c'est que les données que nous avons ne permettent pas aujourd'hui de vacciner les enfants. Et nous entendons souvent beaucoup de rumeurs disant que les enfants vont être vaccinés. Non, les données dont nous disposons aujourd'hui contre-indiquent la vaccination chez les enfants, notamment chez les enfants de moins de 16 ans et les enfants de moins de 18 ans, selon les types de vaccins que nous avons. Une fois le vaccin anti-Covid-19 disponible, la priorité sera donnée au personnel soignant. Un plan de communication sera élaboré avec à la clé la vaccination d'un certain nombre d'acteurs. Le conseil scientifique rassure d'ores et déjà la population quant à l'efficacité de la stratégie vaccinale. Il y aura des démonstrations où les scientifiques, les premiers responsables doivent se faire vacciner pour montrer effectivement que le vaccin qui est ramené ou bien que le Togo a acheté est un vaccin sûr. On sait qu'il y a beaucoup de décès et donc l'idée d'une vaccination, c'est de protéger les sujets contre les formes graves de la Covid-19 afin de réduire les décès, donc autrement dit de réduire la létalité. Mais avec les nouveaux variants du Covid-19, les scientifiques ne cachent pas leur inquiétude. Le chemin de la lutte contre la pandémie sera bien long. On a encore très peu de recul sur l'efficacité vaccinale avec ces variants. Vous avez le variant anglais, le variant sud-africain. Donc, nous avons besoin de recul. La science a besoin de recul pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais nous savons que la stratégie vaccinale reste une très bonne stratégie. Il y a plus de 35 millions de personnes qui se sont déjà fait vacciner et seulement 25 dans les pays à ressources limitées.
Et cette dichotomie nous dérange un tout petit peu. On ne peut pas avoir d'un côté une stratégie vaccinale qui va marcher et de l'autre côté ne pas les utiliser pour pouvoir permettre à la population de reprendre une vie tout à fait normale. Une vie tout à fait normale, mais pas de sitôt. En attendant, seul le respect des mesures barrières est recommandé pour se protéger et protéger les autres. Et voilà donc les précisions de Equisala dans ce sujet sur la stratégie vaccinale. Cap à présent sur le Grand Aune, toujours bouclé, vous le savez. Certains établissements sont même touchés. Comment c'est arrivé? Quelles ont été les mesures prises immédiatement? Et comment protéger les autres établissements? Les préoccupations, les réponses à Dapan, Tchazim Labaga. La recrudescence des contaminations confirmées du coronavirus dans le Grand Aune affecte aussi le monde scolaire. Le mode de contamination est familial et les parents infectés, les élèves de ces familles sont infectés et le mal vient en classe. Face à cette intrusion communautaire du Covid-19, la direction régionale de l'éducation a fait relever d'un cran le niveau de vigilance dans les écoles. Au niveau du personnel d'encadrement, chaque jour, on va passer dans les établissements pour vérifier le respect des mesures barrières. Comment les enfants doivent porter les bavettes, nous instruisons pour que de temps en temps, on sensibilise ces enfants. Nous avons fait tout pour que, au niveau de chaque classe, en dehors du major, que le titulaire de classe désigne au moins 2 élèves pour veiller au respect des mesures barrières, surtout le port des bavettes et le lavage des mains. Au niveau des parents, c'est que les parents doivent, avec les APE, doivent toujours sensibiliser leurs pères pour que l'enfant, en quittant la maison, que les parents s'assurent que l'enfant a pris sa bavette. Et nous leur disons de faire un effort pour que l'enfant n'ait pas l'unique bavette. Si l'enfant a au moins 3 bavettes dans le sac, même s'il a oublié, alors il peut prendre les autres dans son sac. Nous disons que les enfants à l'école ne doivent pas s'attrouper. Ils ne doivent pas se serrer la main. Et c'est là le surveillant, bref, tout le staff de l'administration, le directeur, les enseignants doivent veiller pendant la récréation pour que les enfants ne se collent pas, pour qu'il n'y ait pas attroupement au niveau de leur manger. Ce niveau de vigilance doit être maintenu par les élèves, même en dehors de l'école, pour les prémunir de l'ennemi public numéro 1, le coronavirus. Une chose est de porter les bavettes à l'école, mais une autre chose, et que ça, le constat amer, c'est que les enfants, dès qu'ils quittent l'école, l'environnement scolaire, dans la rue, vous allez voir qu'ils enlèvent la bavette. Alors, la sensibilisation doit continuer pour que même dans la rue, même où l'enfant se trouve, il faut qu'il porte sa bavette. Et au retour de l'école, avant de rentrer dans la maison, il doit laver sa main avec l'eau et le savon. Déjà, dès le début de l'année scolaire 2020-2021, le gouvernement, dans sa stratégie nationale de riposte contre le coronavirus, a subventionné l'acquisition de 690 200 bavettes au profit des élèves de la région des Savanes, dont le Grand Aune, en plus des dispositifs de lavage des mains, et limité le nombre d'élèves à 60 par classe. Et notez dans la foulée qu'à ce jour, jeudi 28 janvier 2021, eh bien, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 4 922 avec 52 nouveaux cas depuis hier. 2. Le nombre de personnes guéries est de 4 122 avec 30 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 724 et le nombre de décès est de 76. Le chiffre est communiqué rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Autre sujet évoqué ce soir, les ZAP, les zones d'aménagement agricole planifiées. Initiative du gouvernement pour vous le savez, encourager les agriculteurs, booster la production, améliorer la productivité dans certaines localités. Eh bien, ça a commencé. Coup de projecteur ce soir sur ces zones d'aménagement agricole planifiées. C'est avec Marie-Ange Bidard. Faire de l'agriculture togolaise un secteur à haute valeur économique pour la croissance du pays.
Une vision du chef de l'État pour le quinquennat 2020-2025. Elle est inscrite en bonne place sur la feuille de route assignée au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. En toile de fond, 4 objectifs prioritaires à atteindre avec pour finalité d'améliorer la productivité et les rendements agricoles. La zone d'aménagement agricole planifiée ZAP est l'approche idéale. Ce mode d'exploitation agricole mutualisé réunit sur un seul site différents agrégats pour les cultures vivrières, maraîchères, arbres fruitiers, élevage et pisciculture. Mécanisation, vulgarisation des intrants et construction de retenues d'eau sont autant d'avantages en lien avec la mise en place d'une ZAP. Les producteurs organisés bénéficient ainsi de meilleures conditions de production pour augmenter leur rendement et garantir davantage la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Les zones d'aménagement agricole planifiées sont des blocs de terre aménagés d'une superficie minimale de 50 hectares pouvant aller au-delà de 200 hectares et sur lesquels sont installées les populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, qui ont un accès difficile aux facteurs de production. L'objectif du gouvernement, c'est le bien-être socio-économique des populations. Donc l'objectif visé ici, quand vous mettez à la disposition des populations les facteurs de production, vous modernisez le système de production et vous augmentez le volume de production, vous augmentez les revenus des producteurs. Quand on augmente le revenu des producteurs, on augmente la contribution du secteur agricole à la formation du produit intérieur brut, à la formation de la richesse nationale. Donc les ZAP constituent un important levier sur lequel le gouvernement va miser pour améliorer les conditions de vie des populations rurales. Pour cette nouvelle campagne agricole, l'ambition est d'installer 80 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP dans les 5 régions du Togo, 24 dans les savanes, 24 dans la Kara, 5 dans la centrale, 11 dans les plateaux et 16 dans la maritime. De nouveaux sites qui viennent s'ajouter aux 38 sites déjà aménagés. Et l'aménagement de ces 80 nouvelles ZAP d'une superficie totale de 8000 hectares a déjà démarré. Les travaux d'identification de terres auprès des collectivités locales, les levées topographiques, l'organisation des producteurs se poursuivent. Par cette initiative, le gouvernement compte améliorer les conditions de vie des ménages ruraux et créer plus d'emplois. Nous avons pensé à cultiver, mais c'était difficile. Dans la recherche de solutions, nous avons entendu parler des ZAP. Et cette année, tout a commencé avec l'aménagement du site. Les travaux impressionnent et tout le monde nous interroge à ce sujet. Les autres villages sont intéressés et veulent même qu'on leur installe une ZAP. L'absence de ce type de projet a fait de nos jeunes des conducteurs de moto-taxi. Aujourd'hui, ils sont convaincus que cette initiative va les aider à vivre de la terre. Les jeunes, actuellement, au lieu de se balader dans la rue, ils sont occupés. Nous sommes tellement fiers parce qu'ils sont là, ils quittent là-bas, ils arrivent ici, ils reviennent. Comme moi, je suis arrivé ici. Vous voyez, j'ai déjà de l'eau à boire, j'ai le forage. Il y a tout ce qui se passe ici. Vous voyez ce qui se passe ici, là. Ça, c'est enchanté. Et que nous les encourageons, nous encourageons le gouvernement pour les appuyer de plus. Je remercie les plus hautes autorités du pays qui nous ont aidés en mettant en place la ZAP. Avant, on souffrait beaucoup. Avec la roue, on ne faisait que de petites superficies et on n'arrivait même pas à joindre les deux bouts. Mais aujourd'hui, avec la ZAP, nous gagnons beaucoup et nous aussi, nos enfants vont à l'école, ils mangent bien. L'aménagement, c'est un bon atout pour nous. On a la chance, c'est notre chance d'abord. Nous avons pensé à ça depuis et comme c'était arrivé aujourd'hui. D'abord, on faisait ça avec nos dabas, tout ça là. Maintenant, comme c'est mécanique, notre idée est de multiplier notre niveau de production avec des dessouchages, tout ce qui va se passer. Donc on aura un bon rendement. S'il pleut aujourd'hui, là où je suis, c'est le riz qu'on va commencer. On commence le riz, celui du maïs et le maraîchage en troisième position. C'est ça notre programme de production. Après l'aménagement du site, nous allons cultiver la courette, le maïs, l'arachide et le bouma. Cela nous fera vraiment plaisir.
Le manque d'eau nous paralysait surtout en temps de sécheresse. Tous nos produits étaient brûlés. Le barrage qui va être installé sur notre site va beaucoup nous aider et mettre fin à cette difficulté. À terme, l'État vise l'aménagement de 400 ZAP sur toute l'étendue du territoire national à raison d'une ZAP par canton. Les activités sur ces ZAP permettront la mise en place d'unités de transformation des produits agricoles. Les producteurs seront également accompagnés dans la recherche de débouchés. Le développement des infrastructures de soutien à la production à travers l'aménagement des pistes rurales en cours dans le pays vise à mieux connecter les zones de production au marché et faciliter la commercialisation des produits agricoles. Toutes ces actions mises en œuvre devront contribuer à la transformation profonde du secteur agricole au Togo. Les ZAP, les zones d'aménagement agricole planifiées, un coup de projecteur, gros plan de Marie-Ange Bidan, merci. Vous êtes jeune, porté sur les affaires, vous voulez par exemple faire dans la restauration, dans le commerce, dans le transport et que sais-je encore, eh bien comment élaborer un plan de développement pour faire réussir votre entreprise? À l'ANPGF, on a la méthode, la solution. C'était d'ailleurs l'objet de la rencontre hier mercredi avec de jeunes entrepreneurs. Voici le compte rendu de la séance avec Marie-Thérèse Nabédé, Solange Amandé et Abidé Nassibé. Victimes de la crise sanitaire liée au coronavirus, les PMI-PME n'ont pas pu contribuer pleinement à la croissance de l'économie. Étant fragilisées, elles souffrent d'une compétitivité insuffisante. La mise en place d'un plan stratégique de relance des PME-PMI s'avère alors nécessaire. À ce deuxième numéro webinaire de formation, l'ANPGF renforce les capacités des entreprises. Nous avons entre autres le plan stratégique, le tableau d'évaluation des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Le plan d'action annuel, c'est entre autres des outils qu'on doit utiliser et nous parlerons du canevas même du plan stratégique, le contenu du plan stratégique de développement. Nous allons expliquer le contenu, les différentes articulations et les informations à mettre dans ce document pour soi-même, l'entrepreneur, et pour les partenaires financiers, la banque, les investisseurs et autres. Donner des méthodes et techniques adéquates en matière d'élaboration d'un plan de développement et assurer la croissance de leur activité. C'est l'engagement que l'ANPGF prend vis-à-vis des PME-PMI en leur offrant des services de qualité. La problématique de la capacité des dirigeants et chefs d'entreprise à mettre en place des plans adéquats pour maintenir leur compétitivité et assurer leur pérennité est toujours d'actualité. Face à ce constat, l'ANPGF a jugé opportun de faire ce MDE, la croissance de leurs activités à court, moyen et long terme. Je rappelle que l'ANPGF offre deux grands types de services. D'un côté, les services financiers qui se résument en garantie de financement et en financement sur ressources propres de l'ANPGF, mais à travers nos partenaires financiers. Le deuxième type de service que nous offrons, c'est ce que nous appelons les services techniques. Et au titre de ces services techniques, nous avons l'appui conseil, le renforcement des capacités et dans toutes les entreprises qui ont besoin d'un quelconque encadrement, d'un quelconque appui dans tout domaine qui leur permettra de développer leur entreprise, peut faire appel à l'ANPGF. Différentes communications sur les stratégies d'élaboration d'un plan de développement économique des PME-PMI ont été présentées au cours de la formation. Des communications qui permettront à ces entreprises de mieux faire face à la crise sanitaire et contribuer à la croissance de l'économie nationale. L'heure de bilan pour l'ANIAC, Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques. Bilan des activités menées notamment à Atapamé. Alors que dire de ce qui a été fait, les acquis, avec Sylvain Raboudou. Créé par l'État togolais depuis le 2015,
L'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques s'est engagée dans la lutte efficace contre les armes chimiques, des produits dont la mauvaise utilisation peut s'avérer dangereux pour l'être humain. L'ANIAC veut donc davantage renforcer cette lutte sur le terrain en vue de mieux agir pour sensibiliser la population à la bonne utilisation de ces produits chimiques à des fins de développement, mais aussi lutter contre ses effets néfastes. D'où cette Assemblée générale pour faire le bilan de l'exercice 2020, revisiter les actions menées afin de définir des stratégies visant à améliorer la lutte sur le terrain. Plus particulièrement cette année, notre mission sera axée sur le traitement et la neutralisation des produits chimiques abandonnés ou des produits chimiques que nous avons recensés de par les industriels qui travaillent dans cette thématique. Et nous aurons cette année à entrer dans la phase principale de traitement et de neutralisation de ces produits. Il s'agit donc pour l'ANIAC de faire le point, étudier le PTBA, programme de travail et budget annuel pour cette année 2021, année au cours de laquelle l'ANIAC envisage procéder désormais à la destruction de ces armes chimiques une fois saisies. L'ANIAC Togo a acquis un site de traitement de ces déchets chimiques. Le site a été acquis dans la préfecture de Logou et les activités ou les travaux d'aménagement du site vont débuter cette année et les travaux de neutralisation et de traitement de ces produits aussi vont suivre. À travers cette assemblée, l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques entend promouvoir la paix, mais aussi redynamiser le secteur pour une lutte efficace contre la prolifération des produits chimiques au Togo. Le reste de l'actualité, pas de répit pour les malfrats, ni d'ailleurs pour la police nationale. Et cette dernière vient encore de frapper 9 présumés malfrats sous les verrous. Braquage, vol de motos, vol de voitures sont les faits qui leur sont reprochés. Abidé Nassibé. Contrôle. Vérification. C'est un exercice assez particulier. Il est 9h05. Une sorte de mini-foire aux objets présentés aux médias. Mais n'allez pas loin. Ça, c'est du cannabis, des écrans de télévision, des ordinateurs portables. Ça, c'est des cornets d'héroïne et de crack, des téléphones portables, des amplificateurs, des chaises plastiques et des bouteilles de gaz pour la cuisine. Une pompe immersible pour les forages. Comme vous le constatez, c'est une nouvelle prise de la police nationale. Ici, tous les articles probablement destinés au marché noir sont issus des forfaits de ces deux groupes de présumés malfrats. Activement recherchés par la police, ils ont été interpellés en pleine action. La police nationale vient d'appréhender 9 malfaiteurs. Les deux premiers, le nommé Afola Ametepe, alias Afro, et Zanou Wina, ont été appréhendés en flagrant délit de vol de moto. En effet, dans la nuit du 12 au 13 janvier 2021, ces deux individus se sont rendus au quartier Agoué et ont réussi à s'introduire dans 2 maisons. Ils ont pu ainsi voler 2 motos et pendant qu'ils s'apprêtaient à convoyer ces motos au Ghana, ils ont été interpellés par une patrouille de la police nationale en collaboration avec la population. Après investigation, nous nous sommes rendus compte que le nommé Afola Ametepe, alias Afro, est un dangereux braqueur qui était bien connu de nos services et activement recherché. Cet individu est membre d'un vaste réseau de voleurs à main armée qui ont pour base de retranchement le Ghana, opérant à Lomé et ciblant la plupart du temps les motos et les voitures. Le second réseau est un réseau de cambrioleurs, de voleurs, de receleurs et de trafiquants de drogue. Le nommé Adenion Maouli entretient un ghetto situé au quartier Agoué, non loin du carrefour Leader Price. C'est dans ce ghetto qu'il se livre à la consommation et au trafic de drogue. Une descente de police opérée la semaine dernière a
permis d'interpeller ces individus en flagrant délit de livraison de leur butin aux nommés Adegnon Maouli et Zakari Amouda. La police nationale rassure. Tous ces individus seront présentés aux autorités judiciaires pour répondre de leurs actes. Pas de violence, surtout pas de violence armée en milieu scolaire. Message essentiel de la commission des armes légères et de petit calibre aux élèves du lycée et Lavallon. C'est dans l'Est Mono. Cette campagne de sensibilisation touche aussi Agnier pour un véritable changement de comportement. Le récit de Sylvain Raboudou. Des comportements agressifs, notamment des violences physiques, verbales, sexuelles et bien d'autres, se font souvent observer en milieu scolaire, ce qui entraîne une véritable menace contre la paix et la sécurité. Même si le phénomène n'a pas encore pris de l'ampleur, il faut tout de même prendre les taureaux par les cornes pour mieux couper le mal à la racine. D'où cette campagne de sensibilisation sur les violences armées en milieu scolaire, sensibilisation conduite par la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Il s'agit pour cette institution d'expliquer aux élèves relève de demain ce que c'est que la violence et la violence armée, ses conséquences, afin de les amener à proscrire de leur comportement ces actes, cultiver et promouvoir la paix pour devenir plus tard de vrais apôtres de ces valeurs. On doit pratiquer la paix, la sécurité, la non-violence pour éviter la violence et les guerres ou les conflits dans l'établissement. Nous mettrons en pratique ce que nous ont appris. Nous allons changer à travers nos comportements, nos paroles, parmi les enseignants et entre nous-mêmes les élèves, et surtout dans nos maisons, pour mettre fin à ces mots qui dérangent tant notre milieu. Ces exposés ont été développés au lycée de Lavagnon dans l'Est Mono et à Agnier. Selon la commission, un élève qui, outre les armes à feu, fait usage du couteau, de la lame et bien d'autres instruments tranchants et dangereux à l'école se livre à une violence armée, puisque ces instruments font partie intégrante des armes blanches. Elle a également insisté sur d'autres violences, notamment le harcèlement, les injures, la discrimination, qui souvent sont monnaie courante dans les établissements. Il faut donc amener plutôt les élèves à développer des valeurs universelles, le respect mutuel, la solidarité pour construire un Togo fort et prospère, des valeurs voulues par les plus hautes autorités du pays. Il faut commencer déjà par semer les graines de la paix, des comportements non violents et espérer que le climat de sécurité dans notre pays soit pérennisé. Nous estimons que les élèves sont dans la route de demain. S'ils intègrent ces notions, nous sommes certains que le plan de développement qui est déroulé, notamment le programme national de développement, initié par le chef de l'État, pourrait atteindre ses objectifs. Cette campagne entend donc contribuer au devenir de la jeunesse à travers une prise de conscience pour un meilleur enracinement de la paix. Dans chaque école, des clubs de paix sont installés pour servir de relais dans les établissements. Ces clubs vont également animer des émissions pour davantage éduquer leurs frères et sœurs sur ces phénomènes en vue d'une meilleure culture de la paix et au respect des mesures barrières. Je vous l'annonçais tout au début de ce journal, c'était un pari du gouvernement. Plus aucune femme ne doit trouver la mort à l'accouchement, ni le nouveau-né d'ailleurs. Paris en passe de réussir, du moins la tendance est fortement aujourd'hui à la baisse. Le fonds français Muskoka y a largement contribué depuis 10 ans. Et bien ce jeudi, des parlementaires français évaluent ensemble avec leurs homologues députés togolais le parcours réalisé, les actions à mener davantage. La séance de travail, le compte rendu, Augustin Kossi. C'est une séance de travail axée sur la santé, le bien-être de la femme, des nouveaux-nés et adolescents. Autour de la table, des parlementaires français du Fonds Muskoka et des présidents des commissions concernées de l'Assemblée nationale. La présidente du Parlement, Tchega Yawadik-Bodi, a lancé les travaux. Il porte sur les progrès enregistrés depuis la mise en œuvre du Fonds français Muskoka il y a environ 10 ans au Togo. Les perspectives et les mécanismes à mettre en place pour la continuité et la qualité des services de santé sont à l'ordre du jour. Ils concernent notamment l'amélioration de la mortalité maternelle et néonatale.
On est ravis. On a pu mesurer que c'est un programme que nous adopterons chaque année avec encore plus d'enthousiasme parce qu'on a mesuré sur le terrain combien il était important. Et puis, il nous semblait extrêmement important d'échanger avec nos collègues parlementaires parce que ce travail interparlementaire est, à mon sens, un des travaux les plus essentiels pour la collaboration entre les différents pays, pour un échange de bonnes pratiques, pour un échange pour aller vers une société du meilleur tous ensemble. C'est des fonds qui passent par des agences des Nations Unies pour la réalisation d'activités planifiées au niveau des pays bénéficiaires. Et le comité technique est composé d'experts en santé de la reproduction, santé maternelle, santé du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, mais aussi en nutrition, qui accompagne les pays depuis la planification jusqu'au rapportage. Cette mission est présente au Togo dans le cadre d'évaluation des actions menées sur le terrain, rencontrer les bénéficiaires et mesurer les impacts induits par le fonds. En 10 ans, les efforts fournis par le Togo sont remarquables. Le fonds français Muskoka, il est aussi au cœur de notre coopération bilatérale au Togo. Il répond à des attentes et il s'inscrit parfaitement dans les priorités respectives de nos deux pays. Nos deux pays entretiennent des relations historiques, d'amitié et de coopération, et nous avons renouvelé, et nous renouvellerons encore au cours de cette année, notre engagement à fortifier cette relation. Dans cette relation bilatérale, il y a évidemment une place pour le travail parlementaire. Et c'est pour cela que je salue aujourd'hui ce premier échange. Les différentes politiques élaborées à cet effet ont permis au Togo d'enregistrer des performances en matière de santé reproductive, maternelle, infantile et des adolescents. Des acquis à pérenniser, surtout en cette période de Covid-19. L'Assemblée nationale, pour sa part, a toujours eu des relations étroites avec l'Assemblée nationale française, matérialisées par des visites périodiques, des groupes d'amitié et des consultations sur des thématiques d'intérêt commun pour nos deux pays. Ces liens diplomatiques, empreints de respect mutuel, d'égalité et de confiance, se renforcent et se diversifient davantage sous l'impulsion des plus hautes autorités de nos deux pays. Je veux nommer leurs excellences Emmanuel Macron et Faure Issozimna Gnassingbé. La mise en œuvre du fonds français Muskoka est l'illustration d'un cadre de partenariat novateur entre la coopération française et le système des Nations Unies, à savoir l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU Femmes, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Le contexte particulier de la pandémie à coronavirus exacerbe les défis existants en matière de santé. En effet, la pandémie de la Covid-19 apparaît comme un multiplicateur de défis qui compromet véritablement les efforts déjà engagés. C'est pourquoi des cadres de partenariat multi-acteurs, à l'instar du fonds Muskoka, sont plus que nécessaires de nos jours pour renforcer la résilience de nos populations. Depuis quelques années, le Togo, notre pays, a fait de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent ainsi que de la nutrition ses priorités. C'est pourquoi le gouvernement, en s'inscrivant dans la vision du président de la République, a comme leitmotiv « Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie » et met donc tout en œuvre pour améliorer davantage l'accès des populations aux soins de santé. Plusieurs programmes sont menés avec succès. Entre autres, la mise en place d'un programme de gratuité de la prise en charge de la femme enceinte et le transfert monétaire
aux ménages les plus démunis, notre pays enforce ses engagements à réduire considérablement la mortalité maternelle et néonatale à travers l'axe 3 du PMD 2018-2022 relatif à la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. Pour sa part, la représentation nationale œuvre pour une budgétisation sensible aux questions liées au genre. C'est dans ce sens que les lignes du budget de la santé ont été augmentées. À cela s'ajoute mon agenda personnel axé sur l'autonomisation de la femme et l'éducation de la jeune fille et de l'adolescent. Au regard de la taille des défis, tous les acteurs, à l'instar des élus du peuple, doivent poursuivre les actions de sensibilisation à la base pour susciter le maximum d'adhésion de nos vaillantes populations aux programmes et projets exécutés en leur faveur. Je suis persuadée que la capitalisation des acquis du Fonds Muskoka permettront de prendre durablement en compte d'autres préoccupations des populations en lien avec la couverture sanitaire universelle au Togo. Pour parvenir à cette fin, le Togo, en cohérence avec l'initiative mondiale Chaque Nouveau-Né, a mis au point son plan d'action Chaque Nouveau-Né Togo pour la période 2019-2022, un mécanisme pour justement contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Il est maintenant 20h42. L'autre rendez-vous de la soirée, eh bien, c'est avec Jean, Kofi et Dédi. Et c'est les sports. Bonsoir d'abord Jean. Bonsoir Jean. Bonsoir Jason. Alors, ça ne va pas traîner, aussitôt éliminé, aussitôt rentré chez les éperviers locaux du Togo. Son retour à Lomé est reçu par la ministre des Sports. Effectivement, Jason, à leur retour, notons que nos ambassadeurs ont été reçus cet après-midi par la ministre des Sports et des Loisirs. C'était au cabinet du dit ministère. Le compte rendu de Laurent Roumavon. De retour de Douala après une première participation au championnat d'Afrique des Nations prometteuse pour l'avenir, les éperviers APIM se sont dirigés vers le cabinet du ministère des Sports et des Loisirs où ils ont été reçus par la patronne des lieux, ceci à travers un cocktail organisé à leur intention. Au nom du chef de l'État, je voudrais vous souhaiter la bonne arrivée chez vous au Togo, pour nous avoir fait rêver une belle prestation, d'abord du fait que ça a permis à tous les Togolais de revivre la joie procurée par le football. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, avec la coordination du président de la Fédération togolaise de football, à faire un débriefing profond. Ce ne sera pas un règlement de compte, mais que vous puissiez vous parler en toute franchise pour que nous puissions apprendre de nos erreurs et nous armer pour le futur. Émile, le capitaine des éperviers, au nom de ses coéquipiers, a remercié Madame le ministre, à travers elle, tout le gouvernement et en particulier le chef de l'État. Nous tenons vraiment à vous remercier pour l'accueil. On a été vraiment surpris. Et merci pour les mots que vous avez placés à notre égard. Ça nous a encore boosté le moral. On aurait aimé que l'aventure continue. Mais malheureusement, on s'est arrêté en chemin. Au nom de tous les joueurs, nous vous disons merci. Le président de la Fédération togolaise de football, quant à lui, tire les leçons de cette première participation au CHAN. Cela a été possible grâce à l'effort du président de la République, chef de l'État, qui nous a donné tous les moyens possibles pour que nous puissions vraiment nous préparer et ensuite aller à ce CHAN. Nos enfants n'ont pas démérité parce qu'ils ont fait une bonne prestation, ils ont joué. Et nous sommes déterminés, je parle de la fédération, en collaboration avec le ministère, à refaire beaucoup de réformes au niveau de cette fédération, au niveau de
toutes les catégories pour que nous puissions vraiment montrer que le Togo sait jouer. Petit poussé au CHAN 2021, les éperviers à prime, même s'ils n'ont pas réussi à se hisser au quart de finale, ont néanmoins le mérite d'avoir vendu cher leur peau pour une première. Une prestation qui augure de lendemain radieux pour cette formation, si et seulement si la dynamique est maintenue. Alors du foot, on passe au handball. Handball avec les clubs qui ont reçu un appui de la part de leur fédération, Jean. Oui, c'est un appui financier et en matériel qui va leur permettre de bien s'aguerrir pour les prochains championnats. Ces clubs ont été conviés également au respect strict des mesures barrières lors des séances d'entraînement. Reportage de Aflin Johnson. Il y a pratiquement un an que les activités sportives sont à l'arrêt pour cause de pandémie de Covid-19. Pour soulager un tant soit peu les présidents de clubs et de ligues dans leurs difficultés, la Fédération togolaise de handball, par le biais de l'instance internationale de la discipline, leur vient en aide. Le but principal, c'est de récupérer la subvention de la Fédération internationale qu'on nous a octroyée pour la Covid-19. Vous savez très bien que cette crise n'est pas une personne et que les clubs sont aussi touchés. On a relu ensemble avec les clubs et les présidents de ligue les dispositions à prendre pour l'entraînement, la création des commissions Covid et les autorisations à prendre quand on veut faire un tournoi. Nous avons été sensibilisés sur les mesures barrières à prendre en vue du démarrage effectif des entraînements. Ensuite, il nous a instruit sur le congrès reporté de la fédération et c'est en dernière position qu'ils nous ont remis les subventions. Et ces subventions étaient envoyées par la Fédération internationale de handball pour aider les clubs dans la mesure du possible à avoir toutes les dispositions possibles pour la reprise des entraînements. Nous les remercions vraiment, c'est vrai. On ne peut pas dire que c'est arrivé tête à tête, puisque c'est arrivé juste au lendemain du démarrage des activités. Donc nous ne pouvons que leur dire merci. L'occasion est également propice au bureau exécutif de la Fédération togolaise de handball de rappeler à l'assistance la tenue du prochain congrès électif de la FDHB ainsi que des compétitions à venir. Alors Jean, ce sera tout pour votre page des sports de ce jeudi. Oui, effectivement, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup Jean Kofi et Dédi qui signait donc là la page des sports. Je vous l'annonçais également, en petit rappel, nous disions la tendance à la hausse pour les cas de contamination Covid-19, ce qui a d'ailleurs motivé cet après-midi la sortie du conseil scientifique. Il tire la sonnette d'alarme de décembre à janvier. On note une montée en puissance, une montée en flèche des cas de contamination. Pourquoi et comment y remédier? Eh bien, nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Et voilà qui referme la présente. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément à Ella Vagnov dans l'Est Mono. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.